Le journal fonctionne un peu comme un... Enfin, ce qu'on dit souvent, c'est on est un peu le seul journal vraiment national dans ce pays, puisque si vous prenez Libération, Le Monde, ce sont des journaux parisiens qui ont des déclinaisons locales, c'est-à-dire qu'ils ont des correspondants qui travaillent localement, mais qui sont pas, ils n'ont pas d'équipe dédiée en région. Nous, on a vraiment des équipes qui sont ancrées sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a des 3 journalistes qui ont une agence à Lille, vous en avez à peu près 3, donc à chaque fois 2 ou 3 dans toutes les locales, les grandes villes de France en fait, c'est-à-dire que Strasbourg, Nantes, Toulouse, Marseille, que j'en oublie pas, Rennes, c'est un peu différent pour Montpellier et Nice, là ce sont des journalistes qui travaillent en agence, c'est-à-dire en agence mais des prestataires de services. Et puis je dois en oublier une, Marseille, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin voilà, les grandes villes de France en fait ont toute une agence. Et c'est ce qui a fait aussi la force de 20 minutes au départ, c'est que, enfin dans les premières années, puisqu'au départ c'était national, mais après, quand ça s'est décliné au niveau régional, c'est de pouvoir agréger une espèce d'information nationale, mais vraiment nationale. C'est-à-dire que l'information lilloise était traitée comme l'information parisienne. En fait. La force de 20 minutes, c'était effectivement, c'est là où vraiment n'était pas une information parisienne, c'est-à-dire que ce qui se passait à Lille, ce qui se passait à Marseille, était traité de la même manière et de façon, ce qui n'était pas forcément le cas avant en France finalement, puisque on avait la PQR et on avait la PQN, et puis qui se renvoyaient, c'est-à-dire que... Et nous, on fonctionne un peu comme la PQR, c'est-à-dire un peu comme la Voix du Nord, hein, si on prend l'exemple de la Voix du Nord. La Voix du Nord a un siège à Lille et après a des agences dans toutes les petites villes, enfin les petites ou moyennes villes, grandes villes. Une information pour 20 minutes, c'était quoi? C'était un peu de politique. Alors, quand il s'agissait des stars ou des éléphants, si on parle de la région, c'était du fait divers s'il y avait quelque chose un peu croustillant, et je mets des guillemets, alors on n'était et pas du trop, sport. alors justement, on n'était pas trop fait divers, c'était un peu l'origine au départ, c'est qu'on ne voulait pas justement rentrer dans le fait divers pour le fait divers, avec le fait divers a une dimension sociale en fait. C'est-à-dire qu'on traitait vraiment des sujets où il y avait enfin voilà, où c'était le gros fait divers, mais qui avait, voilà, qui avait une dimension sociale. C'est-à-dire que les braquages de pharmacie, on ne traitait pas du tout ça avant. Hein, c'était pas l'événement, c'était pas l'événement qui était voilà, c'était pas un événement. Et en plus, il fallait que, alors c'était pas spécialement sur des comment je pourrais dire, sur des thématiques très particulières, c'est-à-dire qu'il fallait que l'information, elle intéresse à la fois quelqu'un de la région, c'est-à-dire que c'est une information régionale, mais qu'elle intéresse les gens de la région, puisque la proximité, mais aussi que cette information intéresse les gens qui venaient de l'extérieur. Puisque les gens qui prennent le train, par exemple, on imaginait que des gens qui arrivaient de Paris, qui venaient travailler à Lille, prenaient le train, prenaient donc 20 minutes en arrivant pour prendre le métro à Lille, donc n'étaient pas lillois, donc ne connaissaient pas forcément le contexte lillois. Il fallait qu'ils comprennent l'information lilloise sans y être baignés quotidiennement depuis 20 ou 30 ans. Les confrères, comment ils vous ont vu arriver? Est-ce que tout de suite entrer dans la grande famille, ou bien avec un petit côté oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une concurrence nouvelle qui arrive, après les télés locales, après les radios qui voulaient faire un peu d'infos. Il y a eu, alors moi à l'époque je travaillais en plus à la Voix du Nord quand 20 minutes s'est créé en 2004 à Lille. Ça a été vécu, je ne veux pas dire de façon un peu désintéressée, mais presque. Enfin, il n'y avait pas vraiment de... C'était une curiosité, quoi. Il y avait vraiment la curiosité de dire qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que nous finalement, puisque c'est vrai que la PQR, voilà, la Voix du Nord était bien implantée. Et qu'est-ce que vous avez fait de plus que la PQR traditionnelle? On a essayé de traiter les événements de manière différente, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas par exemple les conseils municipaux. Conseils municipaux, même les conseils, enfin les plénières, le conseil régional, le conseil départemental, enfin tout ce qui était un peu l'information institutionnelle, on l'a traité vraiment différemment. On considérait que bon, c'était pas, il fallait vraiment qu'il y ait une actualité, quelque chose de très important, de très intéressant pour effectivement s'en occuper, enfin pour le traiter. Et on le traitait de façon très, très anglais, toujours très anglais. Vous avez aussi réussi à ramener un public qui n'allait pas forcément acheter La Voix du Nord ou d'autres. Vous avez touché un public qui était... Oui, ça c'est effectivement... Est-ce que l'idée du jeune urbain s'est confirmée ou pas du tout? Oui, c'est très confirmé, et puis c'était même très très jeune, puisque que ce soit les collégiens, les lycéens, nous on avait, à l'époque, moi je suis arrivé en 2009, beaucoup de sollicitations de la part des
lycées et des collèges pour venir expliquer ce qu'on faisait, parce qu'effectivement, ils s'apercevaient que que les élèves lisaient une des principales sources de lecture, c'était 20 minutes. En fait, le matin, ils prenaient le bus et ils trouvaient 20 minutes et ils lisaient 20 minutes. Ils prenaient le métro et ils avaient 20 minutes. Et c'était un complément à la télé, puisque effectivement, on sait que les jeunes, c'est surtout la télé, par la télé, enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Globalement, c'est toujours la télé qui est le vecteur de communication, d'information le plus important, hein, même avec Internet. On est en train de s'apercevoir qu'Internet, finalement, c'est un peu à l'heure. Une espèce d'utopie de croire qu'effectivement Internet allait tout révolutionner, finalement, c'est pas vraiment le cas. Un petit peu quand même. Un petit peu. On parle de télénotes maintenant des fois, parce qu'on regarde la télé d'une autre manière. Mais les dernières études qui ont été faites sur comment les jeunes notamment s'informent, ils s'informent toujours par la télé. Alors, ce qui serait intéressant, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est est-ce que les jeunes qui lisaient 20 minutes a été amené à lire d'autres journaux, etc. Est-ce que ça a été une porte d'entrée dans l'actualité? Ça, je ne pourrais pas dire, mais effectivement, on s'apercevait qu'on était très lus par les étudiants et moi je faisais du covoiturage à l'époque, je me souviens, pour aller à Paris de temps en temps, et à chaque fois que j'avais des étudiants dans ma voiture, ils me disaient tous qu'ils lisaient tous 20 minutes. Gilles Durand, c'est vous? Oui, c'était un peu ça. Enfin non, ils ne connaissaient pas mon nom parce que là aussi, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Il lisait le journal, il lisait l'article, il connaissait le journal, mais il ne connaissait pas du tout le journaliste. On n'était pas mis en avant, puis c'était pas. Alors c'était pas le but. Il y a eu un débat là-dessus parce que justement, comme on mettait pas trop le nom des journalistes en avant, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de journalistes. Donc à une époque, il y a eu la volonté qui aujourd'hui d'ailleurs on peut voir aujourd'hui, puisque maintenant on met la tête des journalistes. On signe, la signature est un peu plus importante pour montrer que il y a des journalistes derrière l'information de 20 minutes. Parce que longtemps aussi, ça a été un peu l'information low cost en disant tout le monde était un peu surpris de savoir qu'il y avait des journalistes à 20 minutes. On pensait que c'était des reprises d'AFP. Alors qui est derrière 20 minutes la petite histoire de ce titre Alors, qui est derrière 20 minutes au départ? C'est un groupe norvégien qui s'appelle Schibsted, qui s'est allié avec le groupe français Ouest France, groupe breton, et à 50-50 tous les deux, et qui ont décidé effectivement, qui ont pris l'initiative de dire on ne vivra que par la publicité, c'est-à-dire faire de l'information gratuite, ce qui n'était pas une aberration en soi, puisqu'on a dit comment on peut vivre l'information, ça a un coût. Quand on regarde, il y a quand même des informations dans les radios c'est gratuit. Il y a de l'information à la télé, les télés c'est gratuit, donc en fait on prenait un peu le même modèle, c'était ce modèle que ça soit payé du coup par la publicité. Si on n'avait pas d'aide à la presse, on n'a jamais eu d'aide à la presse, on n'a toujours pas d'ailleurs d'aide à la presse, et il fallait que ça soit la publicité qui rapporte. Donc pour que la publicité rapporte, il fallait qu'on soit très très lu, et c'était effectivement le point de départ, c'était du coup de miser aussi sur, alors j'aime pas trop ce terme parce que comme s'il y avait une information de qualité, parce que comme s'il y avait une information de non-qualité, mais c'était d'essayer justement, c'est pour ça que dès le départ il y a eu un gros investissement dans l'éditorial, en disant faut que vous fassiez des articles en gros originaux, avec un ton original, avec un angle original, pour qu'on soit très lu, qu'on soit beaucoup lu et très vite. Un long papier, c'est combien de signes? À l'époque, c'était 2400 signes. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça reste sur le papier 2400 signes. Sauf qu'aujourd'hui, la révolution qu'il y a eu à 20 minutes, elle a eu lieu il y a 8 ans, quand on a décidé, quand la nouvelle direction arrivée à 20 minutes, a décidé de se lancer sur le web. C'est-à-dire de mettre ce qu'on appelait le principe du web first. C'est-à-dire l'information, on la dévoile d'abord sur le web avant de dévoiler sur le papier. La politique, c'était le web. C'est encore la politique aujourd'hui? Ce qui est encore la politique aujourd'hui, et encore plus avec la crise sanitaire. C'est-à-dire de dire, il y a 8 ans, si on veut reprendre un peu l'historique, notre nouveau directeur général, quand il est arrivé, il a dit dans 5 ans, c'était en 2013, je crois, dans 5 ans, il n'y aura plus de papier. Le papier va disparaître, donc on va se lancer sur le web. C'est vrai que le papier, ça périclitait depuis 2-3 ans, on voyait bien qu'il y avait une érosion, qu'il y avait moins, les annonceurs commençaient
on pourrait dire, oui, les annonces publicitaires, ça baissait un petit peu, hein, c'était pas la chute vertigineuse. Il a anticipé. Voilà, donc il anticipait en se disant, voilà, de toute façon, ça va disparaître, Internet va prendre tout, les annonceurs vont basculer sur Internet, et puis, donc il faut se lancer, il faut être les premiers, en tout cas, il faut être en avance. Donc, ce qui pouvait être une politique comme une autre. Mais le problème, c'est que Métro a fait la même chose. On s'est aperçu que Métro a dégringolé complètement parce qu'ils ont arrêté le papier, eux, du jour au lendemain. Ils n'ont pas supporté. C'est trop derrière la Voie du Nord. Non, Métro, c'était des Suédois, je crois, de mémoire. C'était un groupe suédois en fait qui avait lancé Métro. Il y avait trois gratuits hein, à l'époque. Il y avait Lille Plus qui était effectivement Lille Plus. Voilà, le journal de la Voie du Nord, Métro et 20 minutes. Donc Métro qui voulait effectivement aussi se lancer sur le web, mais qui s'est lancé complètement sur le web, a dégringolé complètement, a disparu. Du coup, nous, on s'est dit, on va peut-être pas faire la même erreur et on va garder quand même le format papier, même si on le réduit. Donc on était, cette parution de 5 jours, on est passé à la parution de 4 jours, à la même période. Et surtout, la grosse révolution, c'était qu'on mettait nos articles d'abord sur le web, et on reprenait les mêmes articles qui étaient passés sur le web, sur le papier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on paye, comme cette erreur, on la paye aujourd'hui, parce qu'effectivement, on n'a pas réussi à avoir ces deux créneaux en même temps, c'est-à-dire effectivement développer le web, mais en même temps de garantir une information inédite un petit peu sur le papier, pour que les gens continuent à prendre le papier. Parce qu'en fait, à force de mettre toujours les mêmes papiers qui étaient parus sur le web la veille, de les remettre les mêmes sur le papier, les gens sont vite aperçus, et puis à un moment donné, la prise en main, elle a dégringolé aussi, puisqu'on avait la même info exactement écrite de la même manière, avec les virgules près, voilà. Il y a une sagacité du lecteur. Qui était en plus moins bonne, puisqu'on pouvait aller sur le web, on pouvait aller sur des 3000 signes, 4000 signes, 5000 signes, des papiers un peu plus longs, alors que sur le papier, c'était des papiers qui étaient plus réduits. Donc en fait, on avait encore moins sur le papier que ce qu'on avait sur le web. Donc du coup, ça ne nous paraissait pas la bonne solution. Le papier, c'était peut-être bon pour les annonceurs, surtout pour la pub. Alors en fait, mais c'était pas l'analyse que nos dirigeants en avaient à l'époque. C'est-à-dire qu'ils pensaient que les annonceurs allaient tous basculer sur le web et qu'on allait trouver une économie sur le web. Que l'économie allait l'économie qu'on avait, l'économie d'un journal papier, allait se transférer sur le web. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et ça fait 20 ans, là-dessus je me suis un peu battu contre des moulins à vent à l'époque en disant qu'il faut se méfier parce que je pense que le papier a encore de bonnes années devant lui. Mais ce n'était pas l'analyse, c'était dire voilà, tout va se transférer. Ça fait quand même 20 ans que les premiers journaux sur le web ont commencé à sortir, des années, un peu avant les années 2000. D'ailleurs, il y a eu la bulle spéculative de 2000 qui a fait tout exploser. Mais déjà avant 2000, il y avait déjà des journaux web qui s'étaient lancés, qui s'étaient cassés la gueule à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas d'annonce, les annonceurs ne venaient pas en fait, ne venaient pas. Et on en est toujours là, 20 ans après, on en est toujours là. Le modèle économique, on dit. Voilà, chercher un modèle économique. On imagine qu'il y a un modèle économique. Alors moi, j'en suis arrivé à me dire, au bout de 20 ans, si le modèle économique, on ne l'a pas trouvé, c'est peut-être qu'il n'y en a pas, ou que ce n'est pas du tout un modèle économique viable. Mais, alors voilà où on en est aujourd'hui. On est quand même encore sur des espèces de croyances que les gens que tout le monde va s'informer sur le web et que les annonceurs vont tous basculer sur le web. Alors, au fur et à mesure de cette évolution, vous passez de journaliste à 3, puis à 4, aujourd'hui à 3. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on est monté progressivement jusqu'en 2013 à peu près, où on croyait, on avait une direction qui croyait beaucoup à l'information papier, on va dire, et puis à ce format qui, c'est vrai, a bien fonctionné, a bien marché. Les revenus publicitaires ne faisaient qu'augmenter jusqu'en à peu près 2009-2010. À partir de 2010, oui, ça a commencé un petit peu on a atteint un palier où ça a commencé à descendre. Et au niveau des effectifs, on est à peu près resté, on est quand même à peu près resté au même niveau d'effectifs, sauf que, oui, on était à 4. Il y a eu un épisode où on a supprimé tous les journalistes photoreporters, en fait. Tous les journalistes qui faisaient des photos, en fait, ont tous été licenciés. Et les rédacteurs sont devenus photographes.
et certains rédacteurs qui l'auront accepté. Non, oui, enfin, on est devenu photographe, et certains photographes, effectivement, qui ont accepté, effectivement, sont devenus aussi rédacteurs. On passait à l'écrit, et tout le monde faisait des photos, et voilà, on était un peu devenus un peu polyvalents. Et vous faisiez aussi du net avec... Oui, ce qui a été, alors justement, aussi la grosse révolution en 2013, c'était que du coup, il fallait tout faire. On était arrivé à un moment où on nous a demandé d'écrire, de faire des photos. Et ça, à partir de quelle date 2013 à peu près. Et de faire les montages aussi Et après, alors, c'était progressif, c'était peut-être 2014-2015, où on a demandé de faire des vidéos, parce que là aussi, il y a dire la vidéo, c'est l'avenir, et donc du coup, il faut se lancer dans la vidéo, donc il faut faire de la vidéo. Donc on fait de la vidéo, c'est-à-dire qu'on produit, mais il n'y a pas de réflexion éditoriale sur la vidéo, par exemple. Ça, c'est un peu moi, en tout cas, c'est le problème que j'ai, parce que je suis journaliste à 20 minutes, mais je suis aussi en même temps délégué syndical et élu du personnel, donc j'ai un peu cette casquette de temps en temps qui revient, et de dire, voilà, c'est bien de faire de la vidéo, mais pourquoi on fait de la vidéo? Si c'est pour faire des images, que les images soient redondantes avec le papier, il n'y a pas beaucoup d'intérêt éditorial, et pour le lecteur non plus, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si on n'a pas pour le lecteur, il y en a pour l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, les vidéos, chez nous, on a trouvé un système, comme d'autres journaux d'ailleurs, les vidéos, en fait, elles se lancent automatiquement. C'est-à-dire qu'elles se lancent, et puis le temps que vous lisiez votre article, si la première elle est finie, il y en a une deuxième qui se lance, une troisième, une quatrième, en temps de lecture. Ce qui fait qu'en fait, une vidéo, elle peut avoir plus d'audience qu'un papier. C'est-à-dire que votre papier peut être lu par, on va dire, 10 000 personnes, votre vidéo, elle va être vue par 50 000 personnes. C'est un peu l'aberration du système. Ce qui fait que les vidéos, en fait, ont des grosses audiences, effectivement. Mais pareil, les annonceurs ne sont pas forcément dupes. Et ils viennent, mais ils ne viennent pas de façon massive sur ce format-là parce qu'ils se disent, est-ce que ça va être vraiment vu? Est-ce que notre pub va être vue ou pas vue? Et sur le web, on a le même problème de toute façon, c'est la visibilité. Vous pouvez demander à quelqu'un sur un journal papier quelle était la publicité sur la page d'ouverture. La plupart des gens vont vous dire, parce qu'ils l'auront vu, ils l'auront emmagasiné. Si les gens qui ont lu la home de 20 minutes aujourd'hui, je vous mets au défi de leur demander qu'est-ce qu'il y avait comme publicité autour. Il n'y en a aucun qui vous donnera la publicité qu'il y a autour. Les chiffres aujourd'hui, la visibilité, elle est beaucoup moindre en fait sur le web, et c'est ça qui fait que les annonceurs ont du mal à venir sur le web. Les chiffres, vous êtes monté jusqu'à combien? Alors, on va peut-être faire une petite parenthèse sur la crise de sanitaire, mais en chiffres d'audience? Oui, d'audience, moyenne d'âge, durée de lecture. Alors, en audience, c'est toujours un peu compliqué. Tirage peut-être déjà. Parce que maintenant, en fait, à une époque, c'était uniquement les tirages, donc c'était assez simple. On était quasiment arrivé à 1 million, je crois, par jour de tirages papier. Et sur la métropole lilloise? Métropole lilloise, on était à 60 000, 70 000 journaux. Essentiellement lillois Lillois et métropolitain, essentiellement métropolitain, mais aussi régionaux. Il y avait aussi des lecteurs régionaux, puisque c'était à la sortie de la gare, donc on avait des gens qui venaient un peu partout. Mais on avait un taux de prise en main qui était multiplié par 3, ce qui était bon. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un tirage de 70 000 et qu'on avait un taux de lecteurs qui était aux environs de 200 000. C'est-à-dire qu'un exemplaire redistribué, c'était 3 lecteurs. Et là, pour la publicité, c'était l'âge d'or de 20 minutes. C'était les publicités. Moi, j'ai souvenir, quand je suis arrivé à 20 minutes, alors bon, peut-être sans vouloir être méchant, mais nos commerciales, en fait, elles attendaient les coups de fil. C'était les annonceurs qui appelaient pour demander à être dans 20 minutes. C'était la belle époque. Alors, je ne dis pas qu'elles ne travaillaient pas, mais au contraire, après, ça se gère. Il y a un travail de gestion de tout ça. Mais c'était, voilà, les gens voulaient, les annonceurs voulaient être dans 20 minutes parce qu'il y avait un taux de visibilité qui était assez fort, notamment en métropole lilloise. Alors, il y a ce choix en 2013 de cumuler Internet et puis le papier. Ça répond pas bien. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la crise de la Covid? Ce qui se passe, c'est que le transfert print papier, print web, c'est pas fait en fait. On est resté sur un... Alors il y a eu une augmentation, le web, je ne dis pas que ça n'a pas augmenté, ça a augmenté, les annonceurs,
le budget annonceur a fortement augmenté, mais il n'a pas compensé la perte du papier. C'est-à-dire qu'en fait, le papier descendait petit à petit. Ouais. La montée du web n'était pas assez forte pour compenser. Ne compensait pas le papier. Donc en gros, on a géré depuis 2013 une espèce de décroissance du journal. Tous les ans, on avait un chiffre d'affaires qui baissait un petit peu. Donc il a fallu gérer ça. Et surtout, il a fallu gérer une nouvelle façon de travailler. Parce qu'en fait, quand vous avez qu'un journal à faire, à écrire, à la limite, écrire un article, on sait faire, c'est un métier qu'on connaît. Quand vous avez un article à écrire sur le web, vous avez aussi le service après-vente à gérer. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez les liens, les liens intertextes sur chaque papier, il faut que vous mettiez les petits mises à jour, les alinéas derrière, enfin les petits papiers à lire aussi, voilà, pour essayer de faire brouiller un peu tout ça. Il faut gérer plein de choses techniques. Il y a plein, voilà, c'est pas. Une fois que vous avez fini votre papier, nous on en a encore pour à peu près une demi-heure. Tout commence quelque part. Presque, oui, c'est-à-dire que moi j'ai calculé que quand je suis arrivé à 20 minutes, je passais la moitié de mon temps à faire vraiment du journalisme, c'est-à-dire récolte d'informations, vérification d'informations, écriture de l'article. Aujourd'hui, je passe un quart de mon temps à faire ça. Il y a beaucoup de temps qui est passé à gérer. Oui, à gérer ce que j'appelle le service après-vente, c'est-à-dire que mettre le papier sur Facebook pour que ça fasse des vues, essayer qu'on soit bien référencé. Alors après, on n'est pas, mais on a des mots-clés on nous demande de mettre des mots-clés particuliers, c'est-à-dire qu'on a un service spécial qui gère le référencement. Parce que 20 minutes a beaucoup misé, on revenir après si vous voulez, beaucoup misé sur le référencement, qui a été d'ailleurs une grosse réussite. On a eu des taux d'audience exceptionnels parce qu'on a un très bon référencement. Qui était un petit peu l'arbre qui a caché la forêt, parce qu'on avait un très bon référencement, donc en fait on avait beaucoup d'audience, mais peu d'audience qui venait finalement directement sur le site. Et ça aujourd'hui on le paye, puisqu'on est très tributaire de Facebook et de Google et d'Apple. Ouais. Vous parlez de mettre les articles sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général. Oui, c'est ça, oui. C'est pas un travail de journaliste, celui-là. Ça doit être un travail de community manager. Est-ce que ça vous a été imposé ou c'était une initiative de votre part et de dire voilà, l'article est écrit, autant le mettre sur les réseaux sociaux comme tout le monde pour montrer ce qui se fait chez 20 minutes. Oui, c'était. Alors, on vous dit jamais que c'est obligatoire de le faire, mais si vous le faites pas, forcément, quand vous avez votre entretien annuel. Vous le payez, quoi. Ah oui. Non, mais c'est ça, faut dire la vérité, faut dire ce qui est comme la vidéo. En 20 minutes, on n'est pas obligé de faire des vidéos. Bon, si vous n'en faites pas, vous pouvez vous gratter pour les infos, pour les augmentations de salaire. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais il y a une contrepartie derrière, quoi. Ouais. Et là, sur les réseaux sociaux, moi je me souviens quand même que c'était si on nous disait faut faire ci, faut le faire, quoi. Après, on le faisait parce qu'on disait si vous ne le faites pas, les audiences ne sont pas bonnes, et puis si les audiences ne sont pas bonnes, on va perdre des sous, et puis si on perd des sous, vous serez licencié. Il y a du temps pour le terrain. De moins en moins. Mais clairement, clairement. On se souvenait du temps où il y avait des conférences de presse, on voyait les... on nous voyait de temps en temps. On voyait les journalistes arriver, et puis 20 minutes, et Métro à l'époque aussi. On fait 2 mois, des reportages, on ne fait quasiment plus, parce qu'effectivement, faire un reportage, ça veut dire passer du temps sur le terrain. C'est même les vidéos, on nous demande de faire des vidéos, en gros, c'est plutôt des diaporamas qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire on récupère des photos, et puis on fait une espèce de petit mixage d'images pour dire d'avoir une vidéo. En fait, c'est toujours des prétextes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu d'ailleurs le regret que j'ai. C'est que moi j'ai vécu les belles années quand je suis arrivé à 20 minutes où effectivement on avait une espèce de liberté de ton, de liberté de travail qui était du temps. C'était compliqué quand même, mais on faisait, c'est-à-dire qu'on faisait un vrai métier de journaliste. Là, on a l'impression parfois de faire de l'administratif, c'est ça. Et puis les journées du coup sont très, très rythmées, sont devenues un peu des journées de fonction. Enfin, c'est méchant ce que je dis, mais de dire voilà, le matin il faut faire ce qu'on appelait la curation, c'est-à-dire récupérer un papier de confrères, donc on citait, mais pour faire des audiences chez nous, pour récupérer les audiences. Nous, à Lille, on a récupéré, comme ça tous les matins, on récupérait les papiers de la Voix du Nord qui marchaient bien.
on faisait ce qu'on appelle une curation, on reprenait l'information, on vérifiait ou on vérifiait pas. Bon, ça, en citant le média. En citant le média, quand même, voilà, ça c'était quand même la règle. Pour faire de l'audience, bon, déjà on avait ça le matin. Après, il fallait s'occuper du papier qu'on allait faire, le papier qu'on allait rédiger. On n'avait quasiment plus le temps d'aller sur le terrain pour rencontrer les gens, donc on faisait ça par téléphone. Parfois même on récupérait des photos aussi par mail. Et puis le soir, vous faites des brefs. Quoi. Et donc, les communiqués de presse que vous recevez, des attachés de presse et des communicants de la région, vous en faites quoi? Ça dépend de l'intérêt qu'on y trouve. C'est toujours pareil. Alors, ça peut être... nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est effectivement trouver un angle. Enfin, c'est toujours un peu l'intérêt, c'est trouver un angle. Il faut que ça soit régional déjà, parce qu'il faut que ça ait un lien régional. On traite effectivement les informations de la région. Donc ça doit logiquement être quelque chose, si on traite d'une entreprise, par exemple une entreprise ancrée dans la région, qui fabrique dans la région, ou alors dont le patron est un nordiste qui a réussi à l'extérieur. Mais dans ce cas-là, on fera plutôt le portrait de l'entrepreneur plutôt que de la boîte. C'est toujours de trouver le bon angle, en fait, l'angle du coup régional, mais un angle régional qui va intéresser le nation. Puisque comme c'est des papiers en plus maintenant, encore plus sur le web, il faut que ça ait une résonance nationale. C'est-à-dire que le papier qu'on va mettre, nous, sur le site, il va apparaître ou non le lendemain dans le journal, mais de toute façon, il va être sur le web et il va être lu par des gens de toute la France. Et donc, comment faire que vous auriez l'information, le dossier de presse, comment capter l'intérêt de Gilles Durand pour telle société? Parce que j'imagine que le mail, il y a des centaines. On reçoit 500 à peu près par jour. Donc il faut... déjà, il faut qu'on ait envie de les lire. Un coup de fil de l'attaché de presse peut vous aider peut-être alors, là, sur le thème, c'est sur le titre. Voilà, faut déjà que sur le... Enfin, pas le titre, mais l'objet. Il faut que l'objet, effectivement, on se dise, tiens, ça c'est... Voilà, il y a une histoire. Voilà, il faut qu'il y ait déjà dans l'objet, il faut qu'on... Parce que comme on les a tous avec l'objet à côté, si l'objet nous interpelle, déjà on va l'ouvrir. Parce que combien il y a de mails comme ça qu'il faut qu'on n'ouvre pas. Et puis on s'aperçoit derrière qu'il y avait des infos intéressantes dedans. On n'a pas reçu de communiqué, si on l'avait reçu, mais comme dans l'objet il n'était pas clairement dit ce que c'était. 3 journalistes et il y a un secrétariat de rédaction. Il y a un secrétariat. Il y a un secrétariat de rédaction qui est à Paris. Alors qu'on n'appelle plus un secrétariat de rédaction, qu'on appelle des éditeurs en fait, qui s'occupent du journal en fait, qui mettent en page le journal. Mais c'est vous qui ouvrez les mails, c'est vous qui ouvrez les enveloppes, c'est vous qui ouvrez les dossiers de presse. Ah oui, vous êtes basé où? Alors on s'organise chacun son tour. Quand on est 3 en fait, on a une semaine chacun de ce qu'on appelle le pilotage. Et c'est celui qui est de pilotage qui est censé ouvrir tous les mails en fait, qui est censé suivre les mails plus précisément. Vos bureaux sont où? Nos bureaux maintenant sont à la Voie du Nord. On est retourné à la Voie du Nord parce que tout à l'heure je parlais des actionnaires en fait, qui étaient Schibsted au départ, les Norvégiens et Ouest France. En 2015 de mémoire aussi, ou 2016, il y a eu un changement d'actionnaire, c'est-à-dire que Schibsted a vendu ses parts. Schibsted c'est le Bon Coin pour ceux qui ne connaissent pas bien. Ils ont vendu leurs parts et c'est Rossel en fait qui a racheté les parts de Schibsted, donc dans Rossel, la Voie du Nord. Donc du coup maintenant on est à 50-50 propriétaire de Rossel et de Ouest France. Donc la Voie du Nord c'est un peu nos cousins. Et donc du coup les locaux qu'on loue à Lille, on les a abandonnés et en fait on est maintenant hébergés, alors pas gracieusement, mais bon, ça reste un circuit fermé, c'est-à-dire que 20 minutes paye un loyer à son actionnaire. Et vous croisez l'équipe les journalistes de la Voie du Nord? On les croise de temps en temps, forcément. Donc, moi, j'ai travaillé 15 ans à la Voie du Nord, donc forcément, je retrouve je retrouve que j'avais perdu. Il y a un microclimat positif quand même, quelque part, pour les journalistes. Oui, voilà, moi, j'ai aucun problème. Non, mais c'est plutôt sympathique que plutôt que d'être un peu... Ah oui, tout à fait, puis c'est toujours bien de côtoyer d'autres journalistes, Et à la crise de la Covid arrive, le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour nous, ça a été effectivement le gros problème, c'est que effectivement donc pour revenir sur la stratégie, c'était effectivement que le transfert du web se fasse. Le transfert du web c'est pas fait, c'est-à-dire que les 2/3 en gros du financement de 20 minutes, c'est toujours le papier et 1/3 le web. Donc quand la crise est arrivée, on ne pouvait plus distribuer le journal parce que surtout le premier confinement, il n'y avait plus personne dans les rues, il n'y avait plus personne dans les transports en commun. Distribuer un journal à qui?
Comment? Et voilà, à qui? À moins de faire de la distribution porte-à-porte dans les maisons, ce qui n'est pas rentable. Donc en fait, on s'est retrouvé en fait avec un problème logistique qui est quasiment insoluble, qui est parce qu'ils ont cherché des solutions pour comment on peut distribuer autrement. Alors distribuer à vélo, distribution dans les coworking, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que l'avantage aussi économique de distribuer un journal à la sortie d'une gare ou dans le métro, c'est que vous touchez beaucoup de gens en très peu de temps. En une heure, vous touchez beaucoup de gens. C'est une concentration de personnes énorme. Avec le Covid, la concentration de personnes, elle est maintenant interdite. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec, il n'y a plus de concentration de personnes. On ne peut plus être concentré à certains endroits, à part dans les supermarchés. Et donc, il y a eu sauf que les supermarchés, les gens ils y vont le samedi et le dimanche. Et nous, le samedi et le dimanche, on ne paraît pas. Ouais. Donc, vous voyez, on est dans une impasse. Dans une impasse, exactement. Ouais. On est dans une impasse sur la distribution. Ouais. Et depuis un an, c'est un peu les réflexions, et on a beau tourner le problème dans tous les sens. Et je pense que là aussi, le problème aussi à notre direction, c'est qu'elle a essayé de tourner le problème dans tous les sens et un peu trop longtemps, au lieu de se dire, à un moment donné, c'est tout. Et ça aurait été pas judicieux quand même de faire de porte-à-porte, parce que... Trop cher, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Porte-à-porte, c'est intéressant si les gens sont abonnés. Parce que vous payez, les abonnements payent une partie du porte-à-porte. Oui, mais la pub, elle paye. Ouais, si vous ne distribuez pas, c'est les annonceurs que vous allez perdre. Oui, mais donc, sauf qu'on a un modèle qui était quand même très... Des deux mots, il fallait choisir le moindre. Sauf qu'on a un modèle qui est pas celui-là, et puis il faut le service de colportage. Enfin voilà, c'est complètement une autre économie. Là pour le coup, c'est révolutionnaire. Et je pense qu'en plus, comme on ne savait pas il y a un an combien de temps ça allait durer, est-ce que ça valait le coup pour 2 mois de faire ça, de mettre tout ça en place? Je pense qu'il y a eu aussi ce côté, on attend de voir, et puis